Nicolas Rolls, du mouvement En Rang. Vous êtes candidat à la présidentielle. Ah non, pas encore officiellement. J'attends la prochaine polémique sur la laïcité pour m'annoncer, par devoir, pour la France. Storytelling oblige. Storytelling oblige, oui, tout à fait. Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Salut JD. Bonjour. Engagez-vous pour défier les lois de la République française. C'est la violence du capital, du système qui l'engendre et de ceux qui détiennent ce capital et les moyens de production. La violence est partout, alors cessons, entre opprimés, de la voir du côté de ceux qui tentent simplement de produire l'émancipation collective. J'en appelle à un nouvel état d'esprit. J'exige la dissolution immédiate de tous les centres de rétention administrative. Liberté pour les migrants, liberté pour les migrants. L'accueil des réfugiés est un devoir. C'est comme si, évidemment, lorsque l'on vous écrase le visage à terre et que l'on vous fait bouffer de la boue et de la merde, eh bien, on devrait ne rien dire, être attendrissant, être bien gentil, bien aimable. Les frontières, je veux les supprimer totalement, une fois pour toutes, définitivement. Et comme si c'était nous, c'est toujours ça le problème. C'est comme si c'était Philippe Poutou, comme si c'était moi qui avions commencé à être violent, à être méprisable, à manquer de respect. Non, c'est ce qui a été reçu, perçu. Et ce mépris-là, il s'étend à la large majorité de la population, dont ceux qui me font le reproche de cette violence-là. Vous pouvez compter sur moi pour que notre volonté soit l'étincelle de l'explosion sociale. Moi, ce que je veux avec vous et pour vous, c'est l'anarchie. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. La marijuana contre la religion, la gay pride contre la sainteté du mariage, l'avortement contre la vie, les aides à l'international contre le protectionnisme, les écologistes contre le développement économique, l'interdiction des armes contre la liberté de les posséder, les hippies contre les conservateurs, l'égalité contre la sécurité, la redistribution des richesses contre la réduction des charges sur les entreprises, le progrès contre les traditions, les villes contre les campagnes. Il y a de bonnes chances que vous vous trouviez systématiquement du même côté du débat. N'est-ce pas étrange ? Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Facile celle-là. De combien croît le PIB de la France entre 2012 et 2013 ? 0,6%. Mais non, la réponse était 0,7%. La croissance, quand même. Nicolas Rolls, je ne peux pas laisser passer ça. L'oubli d'une femme, d'accord, mais l'oubli de 0,1 point de PIB, non. Alors, qu'est-ce que t'en dis toi du vote obligatoire? Moi, je suis contre. D'accord. J'ai même pas envie de développer. Enfin, je comprends le. Enfin voilà, c'est juste d'obliger des gens à aller voter. C'est pas pour ça qu'après les votes seront beaucoup plus légitimes. Et le taux pour les importations? Oui, le taux donc Alors, quel est le taux? Nicolas Rolls, allons, si vous ne savez pas, il vous sera difficile de parvenir en finale. La réponse était 1,7. Je connais les derniers chiffres sur l'immigration. C'est important, les chiffres sur l'immigration. Question suivante. Quand est-ce que naît le débat contradictoire tel qu'on le voit à la télé? Il naît où et quand, à ton avis? J'ai pas les connaissances précises pour le situer. Mais pour moi, c'est dans les logiques de spectacle. Du coup, quand on a commencé à mettre en spectacle les gens qui n'étaient pas d'accord et que ça devenait important. Pour moi, c'est à la télé, déjà. La presse aussi. Un syndicat? Non. Une association? Non. Putain. Est-ce que t'es déjà allé à un meeting? Non. Par curiosité ou... Non.
D'accord. Je suis désolé, c'est très rapide. Mais t'as pas à être désolé parce que c'est vachement intéressant au regard de ce que tu disais au tout début, où t'es quand même allé à un conseil municipal. tu vois. Ouais, c'est très différent. Mais... non, mais ça en dit long. Ouais. Ça en dit long qu'un mec de 24 ans t'explique que moi je connais mon maire, je connais mon député, je connais mon président de région, j'ai des trucs à dire sur le RER du coin et tout. Et en même temps, jamais de ma vie, je suis allé à une manif, jamais de ma vie, j'ai adhéré. Non, il me semble pas, vraiment. C'est intéressant sur l'évolution des modes d'engagement. Quand on a commencé à avoir la presse qui commençait à s'invectiver, etc., parce que c'était devenu... Parce qu'on a formé les... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec la Troisième République, on a formé les gens pour... Pourquoi est-ce qu'on a appris à faire le plan en 3 parties en philosophie? Le pour, le contre et la synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. C'est parce que c'est comme ça que ça se passe dans une élection présidentielle. T'as un gars qui est d'accord, un gars qui est pas d'accord, et toi tu dois prendre une décision pour savoir pour qui tu votes. Et eux, ils proposaient un vote par mention D'accord, c'est comme ça majoritaire. qu'ils avaient fait, ok. Plutôt que de mettre une croix sur ton candidat préféré, tu mettais une note 1, 2, 3 à 3 du coup. Sur tous les candidats du coup. Sur tous les candidats, il y en avait plus que 3. Ouais. Mais tu mettais ton top 3. En fait, tu faisais ton tiercé. Ah, tu faisais ton top 3, d'accord. Je crois que c'est un truc comme ça. Où tu notais tous les... D'accord, ouais, bah moi je trouve ça pas mal, enfin... Je trouve à tester. Et c'est un truc qui favorise la meilleure moyenne. Voilà. Ouais, à tester. Des mécanismes de pouvoir appliqués à la pensée. C'est ça. On s'est dit on va former des citoyens qui peuvent voter à des échéances électorales de mandats représentatifs. Et du coup, on a formé les gens à penser comme ça aussi. Donc l'école de la République, c'est une école qui forme à être un citoyen républicain, tout simplement. C'est ça. Qui pense comme un citoyen républicain. C'est de la lobotomie. Bah, c'est de la lobotomie et ça a marché. Hein. C'est ce qu'on a appelé les hussards de la République. C'est les profs qui ont remplacé les prêtres. T'as un point de vue sur la laïcité, sur les débats qui traversent actuellement la droite et la gauche J'en ai marre, mais vraiment. T'en as marre qu'on parle de ça? J'en ai ultra marre et j'en ai aussi marre que laïcité égale islam. Et vraiment, je trouve ça insupportable qu'à chaque fois qu'on parle de laïcité, ce soit pour taper sur l'islam. Là, tu me parles de règles du jeu. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les règles du jeu, elles sont baisées que ça marche pas. Parce qu'il y a des idées qui passent plus facilement que d'autres, du coup, dans un truc comme ça. Dans le débat télévisé où tout est minuté, parce qu'il y a la page de pub à la fin, et où t'as 5 minutes pour exposer ton idée, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le gars qui dit, bah, Saddam Hussein, c'est un dictateur, il faut le bombarder. T'as pas besoin de 20 minutes pour convaincre les gens de cette idée-là. C'est un truc, c'est la logique du bon sens. Ouais, j'aime. 2 minutes, tu balances 3 vannes et ça passe. Par contre, pour contre-argumenter à ça et expliquer que c'est plus compliqué que ça, t'as besoin de vachement plus de temps. La documentation, une bonne vingtaine de minutes. Assumer l'anarchie. Riposter. Pour être à l'avant-garde de la révolution. Le cadre que tu mets à ton débat, il va favoriser l'émergence de certaines idées et ce qu'on appelle les effets de cadrage. C'est-à-dire que les effets de cadrage, c'est quand tu as mis un cadre et que ça empêche certaines idées d'arriver. Et c'est une forme de manipulation qui est en fait assez très 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 fortement utilisée, notamment dans le milieu politique, et dont il y a peu de gens qui parlent. Alors que c'est des trucs qui sont connus dans les biais cognitifs, les effets. Nos jugements se révèlent parfois erronés par ce que l'on nomme des biais d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution est l'un de ces biais. Et cette dépendance aux alternatives non pertinentes est un fléau très problématique. À cause de cela, un scrutin à un tour, encore plus qu'un système à 2 tours, conduit inéluctablement à un bipartisme et force chaque citoyen à choisir un camp parmi 2. Assumer l'anarchie. Riposter. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. Game of Thrones. Game of Thrones, c'est pas juste du cul et de la violence, c'est aussi de la politique. Et la vie politique à Westeros, c'est comme partout, il y a des moments où ça va à peu près bien et des moments où tout part en sucette, où l'autorité qui était considérée hier comme stable et sûre devient l'objet de disputes. Dans nos systèmes démocratiques, il n'y a la place que pour 2 courants de pensée et vous avez tout intérêt à choisir le vôtre. Pire encore, une fois votre camp choisi, vous avez tout intérêt à vanter tous les aspects de votre camp. Et ça conduit inéluctablement à une bipolarisation croissante des idéologies politiques qui poussent vers les extrêmes. Des moments où le pouvoir est perçu comme étant de moins en moins légitime et où de plus en plus de monde commence à se demander si ce serait pas mieux d'avoir d'autres dirigeants parce que quand même ceux qui sont là font n'importe quoi. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue.
C'est pour ça que je pense qu'il est urgent et critique de considérer des systèmes démocratiques alternatifs, des systèmes qui ne favorisent pas, ou en tout cas favorisent moins, le bipartisme. En l'absence d'alternative, il est donc évident que ceux qui continuent de gouverner parce qu'ils ont la force de la légalité, sans la légitimité toutefois, voient leurs jours compter. La crise s'amplifie, le décalage entre le pouvoir et le royaume se creuse, et le pays continue sa course à l'effondrement. La clé pour ce faire est de construire des scrutins qui sont indépendants aux alternatives non pertinentes et qui ferment la porte au dilemme du vote utile. Avec en plus l'arrogance de ceux qui sont en place depuis tellement longtemps, qui se sentent tellement légitimes au pouvoir qu'ils en oublient qu'ils sont mortels. Tywin Lannister qui continue de se croire tout puissant au moment où Tyrion lui pointe une arbalète sur le cœur alors qu'il est aux chiottes et désarmé, en dit long. En 1997, combien de chômeurs de sexe masculin âgés de 21 à 23 ans étaient inscrits durant le mois de mars à la NPE? Gull, viens voir. Non merci. Expérience numéro 1, l'effet Julien Lepers. 2 volontaires tirent au hasard quel sera leur rôle dans le jeu, celui de questionneur ou celui de questionné. En cas de mauvaise réponse, le questionneur indique au questionné la bonne réponse avant de passer à la question suivante. Et comme on le verra dans des prochains épisodes, ces 5 grades des mathématiques de la démocratie existent. Il me paraît urgent de les adopter aussi tôt que possible pour éviter un futur où nos sociétés se déchireront de plus en plus. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Via une échelle de 0 à 100, chacun doit indiquer si la culture générale du questionneur et du questionné leur semble plus faible, inférieure à 50, ou plus élevée, supérieure à 50, que la moyenne. Les questionnés s'évaluent en moyenne à 41,3 points de culture générale et évaluent le questionneur à 66,8 points. La différence de 25,5 points est significative. Le questionné considère le questionneur bien plus cultivé que lui. Et qu'en est-il des observateurs ? Les observateurs évaluent en moyenne le questionné à 48,8 points. Quant au questionneur, il l'évalue à 82,08 points, soit une différence de plus de 33 points. Celui qui pose les questions leur paraît donc bien plus cultivé que celui qui doit y répondre. Je vous rappelle les règles de notre jeu. Vous devez convaincre nos téléspectateurs que vous êtes un bon gestionnaire en répondant à des questions techniques. Tant que vous ne me posez pas de questions sur mon programme... C'est le signe qu'il ne reste plus rien d'autre au pouvoir pour se maintenir. Alors il s'accroche, comme une bête féroce qui se sait à l'agonie et cernée de toutes parts, à l'idée qu'il se battra jusqu'au bout en faisant le plus de mal possible avant de rendre son dernier souffle. Alors, quelle issue pour Westeros si aucun des joueurs en présence n'est capable de s'imposer comme légitime en montrant qu'il peut garantir la paix civile? Et pour en revenir au débat, la question disputée c'était un gars tout seul qui répartissait équitablement la parole à toutes les opinions données sur un sujet et qui ensuite en faisait une synthèse. Ça ressemblait aux tables rondes que j'anime? Ça ressemblait aux tables rondes que tu animes, où tu donnes un temps de parole défini à chacun. Et ce qui fait que chacun a son temps de parole pour donner tout ce qu'il a. 100 personnes pour venir lui couper la parole, 100 personnes pour venir l'invectiver. Et est-ce que quand l'autre prend la parole, il doit contre-argumenter sur le précédent? Il me semble que pas nécessairement. Parce que y a un truc sur lequel je suis fondamentalement convaincu, c'est que le débat, ça se fait dans la tête des gens. Ce que montrent les résultats, c'est que les individus confondent les compétences de la personne avec les effets de leur rôle. L'un des rôles met la personne dans une posture savante, l'autre rôle met la personne dans une potentielle posture d'échec intellectuel. Par cette confusion du rôle et de la personne, le jugement est biaisé. C'est ce que les psychologues nomment une erreur fondamentale d'attribution. Ça se fait pas sur la scène, ça se fait pas sur la vidéo, ça se fait pas... Voilà, donc alors, justement, on est d'accord. J'en profite pour passer un message, tiens, je te file ça. J'en profite pour passer un message à mes viewers. Quand je suis allé 3 semaines au Japon, j'ai découvert que les mecs ne débattaient pas. La notion de débat télévisuel contradictoire n'existe pas. On avance sur un sujet. On vient parler de ce qu'on sait, et l'autre n'a pas à contredire alors qu'il n'est pas expert dans le domaine. On est là pour construire ensemble sur un sujet. Ce ne sont pas des débats que j'anime. Il faut arrêter de dire ça en commentaire. Il faut arrêter de me dire oui mais il n'y a pas de contradicteur. Je ne cherche pas la contradiction, je cherche les points d'accord. J'ai envie d'écouter les autres. Quand nous disons de tel artiste qu'il était en avance sur son temps, ou de telle œuvre qu'elle était novatrice pour son époque, n'adhère-t-on pas, sans forcément nous en rendre compte, à cette idée de progrès en art, dont l'art contemporain serait d'ailleurs l'aboutissement toujours renouvelé? Bien entendu, ces remarques dépassent les limites de l'art.
Les idées qui gouvernent celui-ci ne sont pas différentes de celles qui gouvernent la société entière. L'esthétique ne se sépare pas du sociologique, ni de l'éthique ou du politique. Asseyez-vous, monsieur, et taisez-vous. Je vais vous raconter la véritable histoire du ministère de la Culture. Et là, mesdames, messieurs, j'ai pris une sacrée baffe. Et donc ce que tu me racontes, c'est que quelque part, moi je suis un peu un médiéviste dans l'âme, hein. J'aime bien l'esthétique médiévale. Les tables rondes, c'est vraiment très proche simplement de ce qu'ils faisaient, comment ça s'appelle, à la Sorbonne en fait. Ça serait une méthode de la Sorbonne. Il y a un peu de ça, mais pas exactement. Ce serait exactement ça si tu étais tout seul, en disant j'ai rassemblé plein d'avis différents sur un sujet, je vais tous vous les expliquer, et ensuite, une fois qu'ils auront chacun eu la parole, je vais donner ce que moi j'en pense. Le plan Marshall, vous connaissez la condition du plan Marshall? Il y avait une condition pour tous les milliards américains qui ont été donnés à la France. L'anticommunisme. Non. Les standards américains. Ouais, la liberté de circulation totale pour les produits d'Hollywood. C'est la seule condition. Ils donnent des milliards, mais tous les films américains. Le mythe du progrès structure nos actes et nos pensées dans bien des domaines. En politique, par exemple, il faut du progrès, du changement, de la rupture, de la révolution. Du moins dans les discours, parce que dans les faits... Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Assumer l'anarchie. Riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Critiquer l'absence de programme de Macron, c'est taper à côté. Son programme, il est dans sa campagne, 100% com, dans ses soutiens, le monde de l'entreprise, et il est dans ces deux mots, vision et projet. C'est notre projet! Un concept opérationnel, c'est ce qui sert à agir sans pouvoir penser ce qu'on met en action. C'est-à-dire obéir à une autorité. Alors Emmanuel Macron, quand j'écoute son discours, je m'aperçois qu'il parle à tous les Français, parce qu'en France il y a tout, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des pauvres, des riches, des travailleurs, des chômeurs, des indépendants. Voilà. Et Emmanuel Macron, lui, il s'adresse vraiment à tous ces gens-là. Et je pense qu'une société, elle avance, fait des progrès uniquement quand tout le monde est ensemble autour du même projet. D'ailleurs, dans les entreprises aussi, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et tout le monde est ensemble autour d'un projet. Mais c'est quoi un projet? C'est notre projet! Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Alors pour ça, je crois que nous avons besoin d'une médiation qui fasse de cette interculturelle le cœur de la question démocratique. Et je dirais, pour conclure, au fond, à gauche, quel plus beau projet. Cette croyance au progrès sert avant tout à légitimer notre monde dans son état actuel, et à nous légitimer nous-mêmes dans nos comportements par la même occasion. La croyance au progrès nous rend satisfaits de nous-mêmes tels que nous sommes. Paradoxalement donc, pour progresser réellement, il va peut-être falloir arrêter de croire au progrès. Le pragmatisme, c'est une idéologie, au même titre que les grandes idéologies du XXe siècle. Sauf que c'est celle qui, pour l'instant, a gagné. C'est celle du capital, des marchés et de ses acteurs, une idéologie qui s'infiltre partout, une idéologie qu'on va pouvoir commencer à qualifier de totalitaire. L'économie aussi propose sa variation du mythe, en faisant de la croissance l'objectif à poursuivre, en pensant que c'est dans l'augmentation du PIB et des cours de la bourse que se trouve le secret pour faire progresser l'humanité. Le cumulatif étant ici assimilé au qualitatif. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Je dis oui à la classe révolutionnaire en train de se construire. Je dis oui à une solidarité qui ne soit pas cette solidarité dégueulasse de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, qui définit l'autre par son manque. Mais la solidarité, ce mot magnifique. On nous a volé des mots, mesdames, messieurs. On nous a volé des mots. Et on nous a refilé à la place de la verroterie, de la camelote, de la pacotille. Il va falloir apprendre à nous battre sur les mots, mais ça va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs. Aujourd'hui sur le tube, drama organisé, exploitation encouragée et vidéaste révolté. Ce business me craint, je connais son vrai visage. Les âmes rebelles s'échauffent, les conformistes s'inquiètent. Arrivera un jour où les considérations morales submergeront la valeur de l'argent. Et la vermine sera noyée et s'enfoncera jusqu'à la taille dans toute son avarice et sa soif de pouvoir. Et c'est alors qu'énarques, profiteurs et courtiers lèveront la tête et diront « Sauvez-nous » Et dans un murmure je leur dirai « Non ». À celui qui n'a aucun scrupule, il doit être enseigné. Aussi ce n'est pas sans une certaine ouverture d'esprit et l'expérience des années que ce combat est mené. Tous ces libéraux, ces intellos, ces démagos, et soudain, personne ne sait plus quoi dire. Tout cela doit changer, et le peuple commence à gronder. C'est à la recherche d'avenir que j'écris ces lignes. C'est pour les rêves des martyrs que mon espoir signe. Ce crépuscule difficile sent bon le renouveau. Bien assez tôt, ils n'auront plus le dernier mot. C'est ici que le combat pour l'égalité et la justice commence, là où les mots, les expériences et les opinions se mêlent et se confondent. Les mots sont la plus puissante des armes, disait le sage. L'hypocrite, le manipulateur et l'égoïste en méritent bien quelques pages.